Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, un film presque américain. Et le presque est très important. Car il s'agit en fait d'une coproduction anglo-germano-russe quasiment entièrement tournée en Russie. Un petit thriller culte des années 90 qui parle de snuff movie, et je sais à quel point vous aimez ça, bande de petits coquins, qui propose quelques scènes un peu violentes, un peu sexy, un peu immorales, ce qui lui aura valu un certificat d'interdiction aux moins de 18 ans lors de sa sortie dans plusieurs pays, comme l'Espagne, la Norvège, le Royaume-Uni, etc. Un film qui aura pris plus de 10 ans à se faire, et qui aura connu quelques problèmes de production, disons, rocambolesques. Bref, autant d'excellentes excuses pour en parler dans Cinéma Interdit. Donc, vous êtes prêts? C'est parti pour Mute Witness. Générique. Mute Witness est donc un thriller américano-anglo-germano-russe, mais surtout un film anglo-russe pour être honnête, sorti en 1995 et réalisé par Anthony Waller, à l'époque surtout connu pour ses pubs, mais qui sera également à l'origine un peu plus tard du Loup Paris. L'intrigue se déroule en Russie et nous fait suivre trois jeunes américains en train de tourner un film à Moscou. Un jeune réalisateur, sa copine et surtout Billy, une maquilleuse muette pleine de talent. Un soir, après le tournage, elle doit retourner au studio pour récupérer l'un de ses masques et se retrouve enfermée par mégarde. Mais elle n'est pas seule sur place. Des membres de son équipe de tournage sont restés pour réaliser leur propre film. Un véritable snuff movie durant lequel une femme est tuée, sans effets spéciaux, cette fois. C'est donc un jeu du chat et de la souris qui va commencer entre Billy et les deux hommes, conscients qu'il y a un intrus sur place. Nos personnages se trouvent dans un immense bâtiment rempli de studios, de plateaux de tournage, de débarras en tout genre, de couloirs interminables et de pièces toutes plus en bordel les unes que les autres. Un terrain de jeu parfait pour une partie de cache-cache. Et quel cache-cache, mes amis! Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mute Witness est fortement, voire très fortement inspiré par Hitchcock. L'héroïne à la fois affaiblie mais aussi rendue spéciale par un handicap nous rappellera fortement Les Oiseaux, même si bien sûr, il y a là un clin d'œil assumé à Seul dans la nuit de Terence Young, au ton et au thème très similaires. Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, et pas le plus intéressant à dire sur ce sujet. L'introduction est un véritable hommage à Psychose en termes de mise en scène avec ses cuts brutaux qui vont de gros plans serrés sur l'idée que le réel se fait de la vulnérabilité, ici des lèvres féminines en gros plan, à la menace qui avance lentement, prête à frapper, reflétée dans une glace. L'utilisation intense de MacGuffin fait également penser au tour de génie que Hitchcock aime perpétrer. Tantôt, c'est une clé sur laquelle Billy doit mettre la main alors qu'elle est poursuivie par nos cinéastes extrêmes aux intentions obscures, tantôt, c'est une disquette qui contiendrait le résultat de leur expérimentation artistique, preuve de leur culpabilité et de celle de leur commanditaire. Un mystérieux chef de gang qui se fait appeler The Reaper. Un antagoniste qui fait lui aussi très Hitchcock d'ailleurs, et qui est interprété par monsieur Alec Guinness, en personne, en plus. Oui, Obi-Wan Kenobi. On reparlera de ce gros caméo un petit peu plus tard. Évidemment, aussi bien la clé que la cassette ne sont que des excuses pour que ce mortel chassé-croisé puisse continuer sous nos yeux ébahis. Anthony Waller propose une multitude d'éléments pour le moins classiques, voire même clichés, mais il le fait très bien. Et la course-poursuite entre nos personnages sera aussi passionnante qu'angoissante. Et bien sûr, les studios de cinéma dans lesquels se passe une grande partie de l'intrigue sont un décor plus que parfait pour cela. De même que les ruelles nocturnes obscures et hostiles de Moscou, ou le petit appartement de notre héroïne dans lequel nos antagonistes entreront par la grande porte, en la dévissant littéralement, au beau milieu de la nuit. Cela nous donnera d'ailleurs une scène juste géniale lors de laquelle Billy essaye d'appeler la police avec son ordinateur et un logiciel de soutien aux personnes muettes. Aussi original que bien pensé, parfait pour instaurer du suspense vu que le temps presse, que le logiciel est lent et que Billy ne parle évidemment pas russe. Alors qu'elle est jouée par une comédienne russe, Marina Zudina, qui ne parlait pas anglais à l'époque. Petite fun fact juste comme ça. D'ailleurs, ça aussi c'est un élément important pour l'attention délivrée par le film. Nos trois personnages principaux sont loin de chez eux, ne parlent pas la langue locale, et leurs ennemis en jouent à plusieurs reprises. La langue, ainsi que les us et coutumes sont donc utilisés pour isoler nos personnages, et avec eux, le spectateur qui, généralement, est aussi perdu qu'eux lorsqu'on lui parle russe. Cela renforce également notre impression que nos personnages évoluent dans un milieu hostile.
Le choix du pays n'est pas anodin non plus. Lorsque l'on veut un pays hostile, qui fait peur, dans le cinéma occidental, la Russie est l'une des contrées qui nous vient à l'esprit en premier. On peut pointer du doigt le manque d'originalité derrière ce choix, mais il est surtout très efficace, et le film en joue à mort. Les rues de Moscou sont ici pleines de criminels effrayants aux gueules dures et à l'accent à couper au couteau, aux criminels aux bras longs qui financent des putains de snuff movies, et même aux espions anciennement liés au KGB, dont on ne cesse de remettre la loyauté en doute. Cet inspecteur de police qui joue sur les deux tableaux est-il vraiment un agent double qui trompe le Reaper? Ou est-il un criminel qui joue les policiers pour manipuler nos héros? Encore une fois, Mute Witness est un véritable labyrinthe qui ne cesse d'essayer de nous tromper, de nous emmener sur de fausses pistes. Et le pire, c'est que je n'ai même pas encore parlé de son véritable coup de maître à ce sujet. Le snuff movie est-il vrai ou non? Car oui, le sujet principal du film est également celui sur lequel plane le plus grand doute. Billy est persuadée qu'elle a assisté à un véritable meurtre filmé, mais les deux antagonistes clament leur innocence. Selon eux, ils testaient juste de nouveaux maquillages, de nouvelles façons de rendre le film plus gore. Qui a raison? Billy est une spécialiste des effets spéciaux et a donc l'étiquette d'experte, et le comportement des deux hommes est étrange à bien des égards. Mais ils ont également réponse à tout. Lorsqu'ils poursuivent Billy à plusieurs reprises, ils lui disent qu'ils peuvent tout expliquer et lui demandent de leur laisser une chance de lui parler. Pourtant, ils mettent beaucoup d'énergie à la poursuivre, de façon parfois très frontale. Lorsque la police arrive, ils arrivent à tout expliquer, jusqu'à faire une démonstration de faux meurtre en direct devant la police pour prouver leur innocence. Et le cadavre que Billy pensait avoir vu a disparu, remplacé par des linges couverts de faux sang et un masque. Qui a raison? Billy, une professionnelle du cinéma tout de même, et encore plus des effets spéciaux, est plutôt sûre d'elle. Et la scène à laquelle on a assisté avec elle semble plutôt claire. Pourtant, le doute plane pendant un bon tiers du film. Encore une fois, nous sommes face à un thriller hitchcockien plutôt bien ficelé, aux nombreux tenants et aboutissants, et ça fait plaisir. D'autant que Mute Witness aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, sa production fut pour le moins chaotique et prit de nombreuses années. Déjà, à la base, il devait être tourné aux États-Unis, à Chicago. Et finalement, les producteurs ont choisi Moscou car les coûts pour tourner étaient beaucoup plus bas. Mais ça leur a joué quelques tours. Par exemple, quand le matériel de tournage qu'ils importaient arriva en Russie, les douaniers, pas corrompus pour un sou, leur ont demandé plus de 60 000 $ de frais d'import. Ils ont dû littéralement les acheter avec de la vodka pour faire baisser ces prix exorbitants. On dirait une vanne du What the Cut spécial Russie, mais c'est le réalisateur lui-même qui l'expliquait. Et ce n'est pas tout. Ils ont également dû, apparemment, négocier avec la mafia russe pour pouvoir tourner tranquillement. Sinon, ils risquaient de se faire saboter leur tournage. Donc, après un petit transfert monétaire et une belle poignée de main, ils ont pu reprendre leur tournage de façon tout à fait paisible. Puis, car ce n'est pas fini, il y a eu 2 gros reports de tournage, à cause de problèmes vraiment indépendants de leur volonté, là c'est juste la poisse. D'abord, une crise sanitaire, une épidémie de diphtérie, puis la crise constitutionnelle russe de 1993. En termes de malchance, c'est assez fou, quand même. Quand ça veut pas, ça veut pas. Déjà que le film n'avait pas un gros budget, et ça se ressent parfois, forcément, ces problèmes n'ont pas beaucoup aidé. Et revenons au caméo de Alec Guinness, Anthony Waller l'avait rencontré par hasard à Hambourg, et on a profité pour lui demander de faire un caméo dans son film, ce que l'acteur, très classe, a accepté, et gratuitement en plus. Seul minuscule problème, il était overbooké. Son seul moment libre, le lendemain matin, juste avant de prendre un avion. Ni d'une ni deux, ils ont donc tourné ces scènes, le lendemain matin, il n'y avait pas le choix. Et c'était 10 ans avant le début du tournage officiel. 10 ans. À cette époque, le script était même différent de celui avec lequel ils tourneront 10 ans plus tard. C'est pour ça que son personnage est souvent dans l'ombre dans le film. Parce que c'est pas lui qui le joue à ce moment-là. Ils n'ont pu tourner que quelques petites scènes avec Alec Guinness. Et du coup, le réal, il manque de matière. À tel point qu'à un moment dans le film, l'un des plans sur lesquels apparaît Alec Guinness a juste été inversé et récupéré pour une autre scène. Le bricolage, ça a du bon. C'est aussi pour ça que son personnage, le Reaper en personne, ne connaît pas vraiment de dénouement. Le personnage de l'agent double soulève lui-même. Je ne comprends pas pourquoi il m'a laissé la cassette. Et si une pirouette scénaristique donne finalement une explication à cette question légitime, c'était juste difficile d'inclure d'autres scènes avec ce méchant. Il fallait économiser ses apparitions, mais franchement, ça ne se ressent pas vraiment, tant le film est inspiré. Son décor russe change des thrillers occidentaux de l'époque, et son sujet, le snuff movie, très en vogue alors, passionnait les foules. Et si j'en crois mon espace commentaire, il les passionne toujours aujourd'hui. Même si, je vous le rappelle, et j'adore le faire, officiellement, les snuff movies n'existent pas. C'est une légende urbaine, les amis. Et c'est cadeau.
Et finalement, la fameuse scène du snuff ne dure pas très longtemps. Et si elle est sexuellement explicite, on ne voit pas grand chose. Et le meurtre en lui-même n'est pas très impressionnant non plus, voire même est plutôt banal. Par contre, comme souvent avec ce genre de film, le snuff movie est un bon prétexte pour parler de la frontière entre fiction et réalité, ainsi que du traitement de la violence à l'écran. Et Mute Witness est particulièrement inspiré à son sujet, toujours dans la lignée de ses maîtres, notamment Hitchcock. L'introduction est géniale sur ce point. Nous assistons à un meurtre qui s'avère être une scène de film en plein tournage qui vire complètement au grotesque. Et nous pouvons voir la réaction des gens sur le plateau qui assistent en se marrant, tellement c'est mauvais. Sauf que nous, en tant que spectateurs, nous ne sommes pas au courant que c'est faux, et nous ne comprenons pas tout de suite pourquoi des gens se marrent devant une victime de meurtre, même un petit peu ridicule. Nous ne savons pas si la scène à laquelle nous assistons est vraie ou fausse, au sein même de la fiction à laquelle nous assistons. Et cela nous rapproche du personnage de Billy, qui sera exactement dans le même cas que nous en assistant au tournage du snuff movie. Mute Witness oppose ainsi deux scènes qui se ressemblent fort, durant lesquelles des personnages assistent à un tournage de scènes violentes. Mais l'une est vraie et l'autre fictive. Et pour le reste des personnages, c'est pareil. Faux policiers, espions, réalisateurs qui deviennent personnages, tout le monde se met à jouer un rôle qui n'est pas le sien de base. Mais tout à la fin, et c'est là que le discours prend tout son sens, faux coup de feu, fausse giclée de sang. Après tout, Billy est une spécialiste des effets spéciaux. Nous assistons à une fausse mort fictive. On nous rappelle que toute la violence à laquelle nous avons assisté est bien fictive. Et que c'est ça la différence entre la violence cinématographique et la véritable violence. Une belle réponse aux critiques de Cannibal Holocaust par exemple, autour de sa violence à l'époque. Les producteurs avaient dû prouver que les acteurs étaient toujours vivants, avaient dû reproduire certains maquillages, et cette histoire trouve un écho avec la scène de Mute Witness durant laquelle les criminels rejouent le meurtre devant les flics. Et ce n'est pas une coïncidence. En bref, Mute Witness est un film intelligent et au suspense intense. Bien joué, bien réalisé et bien écrit. Parfois drôle aussi, beaucoup d'humour noir et de farces grotesques, qui viennent parfois l'alléger un petit peu, mais son sujet reste lourd, et certaines images très graphiques lui ont valu sa réputation de film dur ou sulfureux. Une réputation un petit peu usurpée, à vrai dire, mais peu importe. Ça reste un bon film, et les interdictions ou limitations qu'il a subies un peu partout dans le monde lui valent sa place dans cette émission. Et c'est ainsi que se termine ce petit épisode de cinéma interdit. J'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.